Pour moi, Joséphine est un exemple. Dans les moments difficiles, je me répétais et me répète encore, si Joséphine peut le faire, je le peux aussi. Selon moi, Joséphine reste un mystère. C'est pour cette raison qu'elle attire encore plus l'intérêt. Et on comprend que Napoléon l'ait aimée plus que tout. On l'a fait femme petit oiseau des îles, qui ne pense qu'à son plaisir. C'est une femme de tête, une femme qui sait ce qu'elle veut, qui va où elle veut avec les moyens qu'elle a, qui donne effectivement une apparence de quelqu'un de fragile, de léger, mais qui est une femme volontaire et qui décide. Napoléon n'aurait jamais pu jouer son rôle d'homme fort en France s'il n'y avait pas eu Joséphine pour atténuer sa brusquerie avec de la gentillesse. Elle a régné sur la France 5 ans et 7 mois. Et elle est une des souveraines, non seulement les plus aimées, mais les plus marquantes que la France ait eue depuis la première dynastie. À chaque étape de sa vie, quelque chose d'incroyable lui est arrivé. Et tout ça à un moment clé de notre histoire. Qui est cette femme sans laquelle Napoléon Bonaparte ne serait peut-être pas devenu empereur? Quelle peur et démons la poursuivent dans ce grand escalier de la vie qui l'amène au sommet du pouvoir? Et s'attendait-elle à avoir un tel destin? La future impératrice voit le jour dans un endroit inattendu, ici aux Caraïbes, sur l'île de la Martinique, sur la plantation de canne à sucre de ses parents. À sa naissance, en 1763, elle ne s'appelle pas Joséphine, mais Marie-Joseph Rose de Tachère de la Pagerie. Ses parents l'appellent Rose et ses nourrices la surnomment Yayette. Monsieur et Madame de la Pagerie sont le roi et la reine d'une des plus belles plantations de l'île, une plantation qui compte plusieurs centaines d'esclaves, employés aux travaux des champs, au concassage de la canne ou aux travaux ménagers. On sait peu de choses de son enfance en vérité, de ses premières années, de sa première enfance, qui est heureuse, qui est libre, qui est celle d'une petite créole, de la vieille roche, de la vieille aristocratie. Tous les jours, par exemple, ce que nous savons, c'est que tous les jours, ou presque, elle allait à la baignade, qui s'appelait Gros-Souris, sur la plantation de ses parents, se baigner dans une eau libre, ce qui lui a donné cette exquise gestuelle qu'elle a gardée toute sa vie, cette très jolie plastique, cette liberté du corps que n'avaient pas forcément ses petites compagnes de la métropole à la même époque. Une plantation, à l'époque, était une petite communauté isolée, coupée du monde extérieur. Et dans ce monde, la famille de Joséphine était l'équivalent de la famille royale. Elle avait 3 nourrices qui lui donnaient à manger, l'habillaient, la dorlotaient et la pomponnaient. Elle devait se sentir comme le bébé le plus beau et le plus aimé au monde. Le rêve de Joséphine se brise alors qu'elle n'a que 3 ans. En 1766, il y a eu un cyclone, un ouragan, mais digne de nos tsunamis actuels, quelque chose d'absolument ravageur qu'on n'avait jamais vu de mémoire d'homme et qui a absolument dévasté l'île et la plantation de ses parents. Avec tous nos moyens météo modernes, il est difficile de s'imaginer vivre à une époque où il n'y avait pratiquement aucun moyen de prévoir de tels phénomènes. Un ouragan survient et les gens n'étaient pas préparés. Ils n'avaient aucune idée de ce qui leur arrivait. Donc la famille s'est retrouvée prise au dépourvu. Joséphine a été emmenée par sa nourrice et ses parents dans le bâtiment le plus solide de la plantation, celui où le sucre était produit, parce qu'il était en pierre. Et ils se sont cachés là pendant 2 jours, alors qu'une tempête d'une ampleur sans précédent détruisait tout sur son passage en Martinique. Cette peur de tout perdre, la jeune Rose la ressent intensément. Elle développe chez elle un réflexe de protection qui va la guider tout au long de sa vie.
un besoin de sécurité qu'elle va faire passer avant même son propre bonheur. Quand la famille est sortie de son refuge de fortune, ils ont découvert une scène de désolation. Des esclaves morts, des arbres déracinés, les rives submergées. Tout était dévasté. La superbe habitation en bois de la famille est détruite. Seuls les bâtiments en pierre ont tenu. Les champs de canne à sucre sont dévastés. L'intégralité de la récolte est perdue. La vie patriarcale très orchestrée a changé, bien sûr, et s'est regroupée dans ce qui restait encore en dur, sur place, l'ancienne purgerie de cette énorme habitation des Trois-Îlets, où on s'est regroupé et où, ma foi, on a appris à survivre. Perdre toute sa récolte pouvait ruiner et a ruiné un grand nombre de planteurs. La famille de Joséphine a été sérieusement affectée. En fait, il lui a fallu de très nombreuses années pour qu'elle se remette financièrement des destructions de l'ouragan. Profondément attachée à son île et à la plantation qui lui vient de ses parents, la mère de la jeune Rose ne s'économise pas pour relancer la culture de la canne, malgré les esclaves décédés et les maladies qui touchent la plante. Ce qui reste de la fortune des tachères de la pagerie est englouti dans la remise en état de la plantation. Madame de la pagerie était une maîtresse femme qui, avec ses enfants, gérait la plantation lors des absences du mari. La mère de Rose était une force de la nature, une femme tenace et opiniâtre, qui en est arrivée à gérer la plantation et la diriger mieux que son mari n'aurait pu le faire. Car le père de Rose, bel homme, coureur de jupons, est le plus souvent absent. Madame de la pagerie, si elle offre à ses filles un exemple de courage et de ténacité, fait aussi naître chez Rose l'envie d'une autre vie. Une vie où les femmes ne sont pas sujettes aux écarts de conduite de leur mari, et résignées à la gestion des basses besognes. La plupart des planteurs traitaient leurs esclaves de manière sévère et violente. En fait, l'utilisation de la violence faisait partie du fonctionnement d'une plantation. C'était l'unique façon de forcer les esclaves à effectuer les tâches épuisantes qu'implique le travail de la canne. En outre, il n'y a pas de preuve que Rose ait eu une attitude autre que bienveillante envers ses esclaves. Elle était une jeune femme. Ses esclaves avaient de l'attachement pour elle. Mais elle a dû apprendre à fermer les yeux sur toute cette violence et sur tous ces abus. Il faudra plusieurs années et beaucoup d'efforts pour que la canne donne à nouveau et que le sucre puisse être à nouveau envoyé par bateau vers l'Europe. Un semblant de vie normale reprend petit à petit ses droits. Pendant la semaine, tout le monde travaillait sur l'habitation, les petites filles vivaient leur vie, et le dimanche, on s'adonnait une sorte de fête. Alors il y avait la fête des Noirs, des nègres à l'époque, mais enfin c'était pas du tout dépréciatif, qui étaient de véritables bamboulas, comme on disait, on festoyait, on chantait, les tambours, on dansait, on parlait de ses plus beaux atouts. Donc à la grande case, la grande case, c'est-à-dire la grande maison, les parents tenaient table ouverte. Quiconque a vécu sur une plantation est conscient de la relation intime qui se tisse entre les planteurs et ceux qui travaillent pour eux. C'est un monde très fermé. Donc planteurs et esclaves sont fascinés l'un par l'autre. Le père de Rose était un homme destiné à une vie plus exaltante que celle d'une plantation, qu'il trouvait ennuyeuse et fatigante. C'était le type d'homme qui avait l'étoffe d'un pionnier, de ceux qui créent les plantations,
coupent les arbres et se battent contre les tribus locales. Mais lorsqu'il a pris en main le destin de la plantation, le travail était plus administratif. S'assurer que tout fonctionne, que chacun fait son travail. C'était trop ordinaire pour lui. Comme il préférait une vie plus excitante, il a eu tendance, année après année, à passer de plus en plus de temps loin de la plantation, à Fort-de-France ou tout autre endroit sur l'île, où il savait pouvoir s'amuser, jouer et boire, quitte à passer de moins en moins de temps à s'occuper de la plantation elle-même. Bel homme, dépensier, rarement à la maison, souvent plutôt à Saint-Pierre qu'à Fort-Royal, et qui avait effectivement des maîtresses, qui a eu une fille naturelle avec une esclave noire, qui a eu toute une descendance qui existe encore, et Joséphine s'est beaucoup occupée de sa demi-sœur. Le père est un homme du XVIIIe siècle, un homme qui d'ailleurs a été assez proche de la cour, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il avait été page de la Dauphine, Marie-Joseph de Saxe. Donc c'est quelqu'un qui est habitué à la vie de Paris du XVIIIe siècle et qui a reporté en Martinique ses habitudes métropolitaines. Le père de Rose a eu une influence majeure sur son envie débordante d'aller en métropole. Combien de fois ne lui a-t-il pas raconté son existence à la cour de Versailles et à Paris, lui parlant de fêtes et spectacles grandioses. Il lui a décrit les feux d'artifice, les tenues somptueuses, ses rencontres avec les rois et les reines. Pour son aînée, ces récits ont avivé son désir, ont créé en elle l'envie d'une vie française. Convaincu Mimi de m'emmener voir la sorcière qui vit seule dans une case tout là-haut sur la colline. Les esclaves disent qu'elle est habitée par les esprits des anciens, qu'elle jette des sorts, l'île future dans les cœurs. Mère la craint parce qu'elle parle de lui reprendre une fille. J'ai peur, mais j'ai envie de savoir ce que le destin me réserve. Aux Antilles, il y a toujours ce qu'on appelait à l'époque une vieille négresse qui prédisait l'avenir, qui lisait dans le thé, dans le café, dans les herbes. Tu vas faire un grand voyage. Un voyage au-delà des océans. Là-bas, tu vas te marier plusieurs fois. Quand tu seras malheureuse en mariage. Tu seras reine. Non. Presque reine. Parle, mon enfant. Cette prédiction n'apparaît seulement qu'en 1797, au moment où elle est déjà célèbre, elle est la femme du général Bonaparte. Elle y a beaucoup cru, elle l'a répété à tout le monde, donc pourquoi ne pas lui faire confiance, pourquoi ne pas imaginer qu'un jour on lui a prédit qu'elle serait plus que reine, on peut le croire. Joséphine n'en a jamais fait état, n'en faisait aucun cas. C'est Napoléon qui a repris ces ragots, ces légendes qui sont jolies d'ailleurs, il faut le dire, mais qui a repris ça à Sainte-Hélène. Napoléon était beaucoup plus superstitieux que Joséphine, qui n'était pas du tout superstitieuse, qui venait de l'ancienne société, qui épousait le terrain, qui épousait avec une raison, un discernement, une précision, une rigueur, un réalisme, je dirais, les situations. Personnellement, j'étais très sceptique quand je l'ai lu la première fois. Puis j'ai trouvé un article dans un journal de l'époque qui mentionne cette prédiction, longtemps avant que Rose ne devienne impératrice. Je ne suis pas de celles qui croient à un destin écrit d'avance. Et je n'accorde généralement pas de crédit aux diseuses de bonne aventure et autres médiums. Mais c'est dans les archives. On lui a dit qu'elle deviendrait plus qu'une reine. Une tante de Rose, Madame de Renaudin, est devenue la maîtresse du marquis de Beauharnais.
un homme très riche résidant à Paris, dont la famille est amie de celle de la pagerie. Le petit Alexandre de Beauharnais, quand il est en âge de se marier, tout naturellement, les deux familles étant amies, ne demandent qu'à s'allier. Et c'est Madame de Renaudin qui fait une proposition, comme c'était l'usage à l'époque, qui en écrit à son frère Joseph Gaspard, pour lui dire, voilà, vous avez 3 filles, mon cher frère, nous sommes en âge de marier notre petit chevalier, envoyez-nous une de vos filles. Rose n'a guère de dot, ses parents n'ayant toujours pas réussi à reconstituer la moindre fortune. Pourtant, elle se prend à rêver d'une union qui la conduirait vers de nouveaux horizons auxquels elle aspire. Tout à coup, se présente l'opportunité d'épouser un jeune aristocrate français, ce qui a dû lui faire l'effet d'un conte de fées. Mais le conte de fées s'est écroulé lorsqu'elle a appris qu'il préférait ses sœurs cadettes. Il avait 17 ans et il pensait qu'à 15 ans et demi, Rose était déjà trop âgée. Depuis 3 jours, ma sœur Catherine Désirée garde la chambre du fait d'une forte fièvre. Quel tour lui joue le destin, elle qui a été choisie pour épouser le beau vicomte de Beauharnais. On a fait mander le médecin de Fort-Royal. Aucune potion, aucun remède n'a apporté le moindre soulagement à ma sœur chérie. Catherine, je ne veux pas retourner étudier chez les sœurs de la Providence sans toi. Nous sommes tous terrifiés de te perdre. Et si tu nous quittes, m'a demandé Manette, angoissée, qui va partir en France épouser le vicomte. Il est évident que c'était la cadette, la dernière des enfants, des petites filles, la pagerie, qui devait être envoyée en métropole pour être élevée au sein de la famille Beauharnais jusqu'au jour où elle serait apte à convoler en juste noces. Il a fallu que sa plus jeune sœur Manette, alors âgée de 12 ans, réussisse à tomber malade, contrariée à l'idée de quitter sa mère, sa Martinique et tout ce qu'elle connaissait, pour que Rose, déterminée, obtienne que ce soit elle qu'on envoie en définitive. À la fin du mois d'août 1779, Rose de la Pagerie, qui a 16 ans, et son père embarquent à bord de la goélette, la Pomone, qui appareille vers les côtes bretonnes. La traversée est difficile. Le navire affronte une mer démontée qui rend la plupart des passagers malades. Alexandre de Beauharnais attend sa promise au port de Brest, où accoste la Pomone le 12 octobre 1779. Donc Rose arrive à Brest, épuisée, bouleversée par ce voyage, pas au mieux de sa forme. Et elle se retrouve face à ce jeune coq, un jeune homme très beau qui en a conscience et qui la regarde, cette petite créole grassouillette, et qui doit se dire « Elle n'est pas terrible, pas très à la mode, pas très belle, encore une enfant mal dégrossie, sans compter qu'elle ne devait pas avoir la meilleure mine qui soit après une telle traversée. » Après quelques jours de repos, Rose et son père sont enfin en état de prendre la route. Alexandre écrit à son père le marquis « Mademoiselle de la Pagerie vous paraîtra peut-être moins jolie que vous ne l'attendez. Mais je crois pouvoir vous affirmer que l'honnêteté et la douceur de son caractère surpasseront tout ce qu'on a pu vous en dire. » Paris, c'est donc ça? Tant d'odeurs nauséabondes, tant de cris, tant de commerces en tout genre, et tant de blancs partout dans les rues. Seulement, la plupart parlent un langage que je ne comprends pas. Du poissard, m'a dit mon père, un dialecte populaire qui est né dans les marchés. Je pense qu'elle a dû certainement, après avoir découvert la ville, certainement déprimer. Imaginez quand vous venez du pays du soleil, vous avez vécu pendant 16 ans, et subitement vous trouvez quasiment dans une ville sombre, grise, sale. C'est un choc psychologique énorme pour cette jeune fille. D'abord, quand elle arrive, on la marie d'une manière un petit peu rapide, à Noisy-le-Grand, dans une banlieue pas très loin de Paris,
Mariage un peu à la va-vite pour faire la différence entre les deux familles. Les Tachères, fort anciens mais désargentés. Les Beauharnais, moins anciens mais très riches. Donc ce mariage est un peu étrange. Et elle découvre ce mari qui est à peine plus âgé qu'elle, il a 3 ans de plus, qui est un homme à la mode, le plus beau danseur de Paris, et qui finalement n'a que faire de ce mariage avec une jeune fille de 16 ans. Elle est à la fois subjuguée par ce ravissant et séduisant mari tourbillonnant, vibrillonnant évidemment, et qui fait état de ses états d'âme et qui s'institue son pédagogue, ce qui n'est jamais très bon dans un ménage, d'autant plus que ce sera un pédagogue très maladroit. Il s'est marié avec elle car c'était une bonne affaire pour lui. Ça lui a permis d'avoir accès à une partie de son héritage. Mais être marié à une jeune fille qui, à la différence des femmes qu'il fréquentait, n'était pas sophistiquée, ne l'amusait pas, n'était pas cultivée, cela s'est mis en travers de leur union. Il la trouvait embarrassante en société. Il ne supportait pas qu'elle veuille toute son attention et qu'elle soit tombée amoureuse au point d'en être jalouse à chaque fois qu'il posait son regard sur une autre femme. Très vite, il a été clair que cette union n'était pas pour lui. Il entre au régiment, dans l'un des régiments de son protecteur, entre guillemets, et ami, le duc de la Rochefoucauld, et il n'aime rien tant que battre la campagne et danser toute la nuit, monter à cheval à l'aube. Enfin, ça, c'était la grande tradition, non, des cavaliers de l'époque, et il adorait les dames, et il avait beaucoup de succès. Mon mari est absent depuis plusieurs semaines. Il est en Alsace ou en Bretagne, je ne sais plus. Je suis tombée enceinte quelques semaines après son départ au régiment. Mes contractions ont commencé au milieu de la nuit. Mon fils est arrivé ce matin, le même jour que ma sœur Manette. Dois-je y voir un signe positif du destin malgré cet accouchement si douloureux? J'aimerais que maman et nourrice le voient, mais elles sont si loin. Malgré la naissance de son fils Eugène, Alexandre repart en voyage. Rose ne voit son mari que sporadiquement. Elle est de nouveau enceinte lorsqu'elle apprend qu'il s'embarque pour la Martinique, en compagnie de Laure de Lompré. Cette dernière est la maîtresse d'Alexandre. Jalouse, elle s'emploie à dénigrer Rose et fait pression sur son amant, bien influençable. Alexandre se met alors à accuser Rose d'avoir eu des amants avant son mariage. Il va jusqu'à renier son second enfant, la petite Hortense, prétextant qu'elle n'est pas de lui. Alors je pense qu'au moment où Alexandre calomnie Rose au moment de la naissance d'Hortense, là, elle a dû être certainement conseillée. Elle n'a pas pris la décision toute seule et je pense que le beau-père, le marquis de Beauharnais, le père d'Alexandre, a été entièrement du côté de sa bru et contre son propre fils. Et c'est vrai qu'elle a eu une démarche surprenante pour l'époque, d'abord de se retirer à l'abbaye de Pantemont qui recevait des dames de l'aristocratie qui voulaient se retirer du monde, et puis de faire venir cet homme de loi de façon à constater les accusations d'Alexandre et de décider finalement non pas de divorcer puisque le divorce n'existait pas, mais de faire une séparation qui sera d'ailleurs décidée au tort du mari et elle sera entièrement soutenue par son beau-père. Ce rejet d'Alexandre a fait naître chez Rose un sentiment d'infériorité. Elle se sent maladroite, moquée pour son accent et ses manières de créole. Que doit-elle faire pour ne plus être une étrangère à Paris, se sentir acceptée? Elle veut devenir une grande dame, libre et indépendante. Car il faut dire aussi qu'à l'époque, une jeune fille se mariait, mais elle restait au sein de sa famille jusqu'à sa majorité légale, qui était 25 ans. Donc elle ne sortait jamais seule, même mariée, sans être chaperonnée, et elle ne voyait jusqu'à sa majorité légale, n'avait pas une vie libre comme on dirait aujourd'hui. Elle ne voyait la société que dans le salon de sa famille ou que dans les salons amis ou alliés. Outre l'éducation mondaine qu'elle reçoit au couvent de Pont-Aymon et qui la transforme en une femme du monde, elle se constitue un formidable réseau d'amis aristocrates et de banquiers qu'elle sollicitera tout au long de sa vie. Les années passent. Alexandre tarde à payer les mensualités qu'il doit à sa femme.
Rose s'embarque en juillet 1788 pour la Martinique, espérant obtenir une aide financière de sa famille. Elle en profite pour revoir ses parents et leur présenter sa fille, Hortense. Mais bientôt, les échos de la Révolution qui touchent la métropole parviennent aux Antilles. Alors que l'insurrection gagne l'île, en 1790, Rose s'embarque en toute hâte sur un navire qui la ramène en France. Elle quitte l'île 2 mois avant le décès de son père. Rose a 27 ans en 1790. Elle arrive dans un Paris en pleine effervescence. Elle apprend que son mari, idéaliste, s'est rallié à la Révolution. Il s'est fait élire à l'Assemblée constituante chargée de former un nouveau régime où le roi n'a plus tous les pouvoirs. Le nom d'Alexandre de Beauharnais commence à apparaître dans de nombreux documents. Sandra Gulan se rend à la bibliothèque historique de la ville de Paris pour consulter les journaux d'époque, les lettres et textes officiels et comprendre les conséquences de cette période trouble sur la vie de Rose et d'Alexandre. Aujourd'hui, mon oncle Beauharnais m'a annoncé d'un ton qui alterne entre la fierté et l'inquiétude que son fils est l'homme le plus important du royaume. On a arrêté hier à Varennes notre bon roi Louis XVI et sa famille qui tentaient de fuir la France. On les ramène à Paris pour les emprisonner. Comme Alexandre a été élu président de la Constituante, c'est lui qui est chargé d'expédier les affaires courantes. Ton mari est un révolutionnaire, m'a dit mon oncle, en insistant sur ce terme nouveau. Jusqu'où vont le conduire son talent d'orateur et ses idées réformatrices? Auréolé de son prestige révolutionnaire, Alexandre part conduire l'armée du Rhin sur les champs de bataille de l'Est de la France et de l'Allemagne, au printemps 1792. Mais à Paris, la situation bascule. Le 10 août, les sections parisiennes prennent d'assaut les Tuileries et renversent la monarchie. Le peuple en révolte en veut toujours plus. Les biens de l'église sont saisis, des centaines de religieux sont massacrés dans les couvents parisiens qu'on transforme en prison. Après la révolte des Chouans dans l'ouest de la France, tous les aristocrates deviennent suspects. Louis XVI et sa femme Marie-Antoinette sont accusés de traîtrise et conduits à la guillotine. Vive la Révolution! Vive le peuple français! Raccourcissez-le! Après un revers militaire en Allemagne, Alexandre démissionne et se retire sur ses terres, où il est arrêté en mars 1794. La dénonciation des aristocrates et l'emprisonnement massif des élites deviennent monnaie courante. Un mois plus tard, Rose, pourtant toujours séparée d'Alexandre, est arrêtée à son tour. Elle réunit quelques effets et laisse à une gouvernante la charge de s'occuper de son fils Eugène, 12 ans, et de sa fille Hortense, 10 ans. J'amène la citoyenne Beauharnais en prison. Faites ouvrir la porte. Merci. Elle est conduite dans la même prison que son mari, le couvent des Carmes. Vous imaginez la tension dans laquelle vivaient ces prisonniers qui, du moins, étaient du meilleur monde et se connaissaient à peu près tous les uns et les autres dans cet ancien couvent dont les anciennes cellules étaient devenues des cellules de prisonniers. Les gens racontent combien les prisons étaient sales à l'époque, que les femmes devaient remonter leurs jupons pour qu'ils ne soient pas salis par les eaux usées qui ruisselaient dans les couloirs. Les conditions de vie et la nourriture étaient infectes. Mais pire que cela, les prisonniers vivaient dans la peur constante d'être appelés, chargés dans une charrette et conduits à la guillotine. Une peur qui devait être traumatisante du point de vue psychologique. Le bâtiment qui abritait le couvent des Carmes existe toujours. Le lieu est aujourd'hui un établissement d'enseignement dans lequel Sandra Gulan retrouve Bernard Chevalier pour une visite privée. La pièce qui a servi de cellule pour Rose et ses compagnes d'infortune est aujourd'hui utilisée pour entreposer des instruments de musique. Voici donc la cellule que Joséphine a partagée avec 15 autres femmes.
Absolument, c'est la cellule où Joséphine était enfermée avec toutes ces femmes pendant plus de 3 mois, pendant 108 jours. Elle devait être bien serrée ici. Ça avait été terrible, d'autant plus qu'il y a eu les massacres du mois de septembre 2 ans auparavant et que certains souvenirs en subsistent encore, en particulier ici, on a conservé une partie du mur ancien du temps de la Révolution. On peut voir le contour des pommeaux et les traces du sang qui a coulé des épées. Absolument, en fait, quand les massacreurs ont terminé leur besogne, ils sont venus dans cette cellule, ont posé, comme vous le dites si bien, les épées le long du mur, et on a encore des traces de sang sur cette partie qui a été conservée un peu comme une relique, puisque le reste de l'ensemble a été repeint de très nombreuses fois. C'est horrible. Et ceci aurait été sa fenêtre? Oui, je pense que c'est la fenêtre de la cellule de Joséphine. Et il faut savoir en fait que tout le couvent avait été transformé en prison et qu'il y avait des cellules absolument partout, mais celle-ci est juste au-dessus du fameux perron des massacres du mois de septembre. Au Carme, Rose retrouve Alexandre et se réconcilie avec lui. Pour autant, les deux époux ne reforment pas leur couple. Alexandre devient l'amant de Delphine de Custine, une compagne de cellule de Rose. Rose, quant à elle, se lie avec Lazare Hoche, jeune général héros de la Révolution, auquel on réserve un traitement de faveur. Accusé à tort de trahison, Hoche est 5 ans plus jeune que Joséphine, mais ça ne l'empêche pas de devenir son amant. C'était un homme très beau, un superbe officier qu'elle aurait probablement désiré, quelles qu'en soient les circonstances. Mais dans sa situation, prendre du bon temps avec lui a dû être une chose merveilleuse pour elle. La mort est là et l'amour est toujours proche de la mort. Et l'amour, quand il est proche de la mort, au plus près de la mort, acquiert une force extraordinaire. Tout prend un relief exceptionnel. Nous sommes en pleine terreur robespierriste et tous les jours, vers 5 heures de l'après-midi, a lieu l'appel fatidique. Car ceux qui sont appelés savent qu'ils vont être conduits devant le tribunal révolutionnaire, la conciergerie et de là l'échafaud. C'est dans cette église, Saint-Joseph des Carmes, chapelle universitaire de l'Institut catholique, qu'étaient réunis les prisonniers et appelés les condamnés. L'église a été le théâtre de massacres de religieux et maintenant de la condamnation d'innocents. Citoyens, citoyennes, par jugement rendu par le tribunal révolutionnaire, les ci-devant Alexandre Beauharnais, ex-noble, Salm Cribourg, ex-noble, la citoyenne Fanchon, femme de la Halle, la citoyenne Marie-Louise, blanchisseuse, sont convaincus de s'être rendus les ennemis du peuple en conspirant contre la liberté et sa sûreté, provoquant la révolte des prisons, l'assassinat... Je suis la victime des scélérates calomnies de plusieurs aristocrates, soi-disant patriotes de cette maison. La présomption que cette infernale machination me suivra jusqu'au tribunal révolutionnaire ne me laisse aucun espoir de te revoir, mon ami, ni d'embrasser mes chers enfants. La loi vous a condamné à la peine de mort et a déclaré vos biens acquis à la République. Garde, emparez-vous du ci-devant Alexandre Beauharnais. Garde, emparez-vous du ci-devant
Et au Carme, on est entre gens de bonne compagnie, on se connaît, on se reconnaît, et on met un point d'honneur à partir la tête haute, sans un sanglot, sans une plainte, comme si on était encore dans son salon avec l'épée au côté et son tricorne sous le bras. C'est très digne, c'est très dur, c'est tout à fait extraordinaire de tension. Le 23 juillet 1794, Alexandre est emmené place du Trône renversé et est guillotiné. Avant de mourir, il écrit une dernière lettre à sa femme et à ses enfants. Console-toi par mes enfants. Console-les en les éclairant et surtout en leur apprenant que c'est à force de vertu et de civisme qu'ils doivent effacer le souvenir de mon supplice et rappeler mes services et mes titres à la reconnaissance nationale. Adieu. Je te presse ainsi que mes chers enfants pour la dernière fois de ma vie, contre mon sein. Le jour où il est parti, elle a dû comprendre qu'elle n'avait plus aucune chance d'y échapper. Elle a dû sentir le début de la fin. Elle a compris que son destin était scellé et que ce n'était plus qu'une question d'heures ou de jours avant qu'elle ne parte à son tour vers la guillotine. Aujourd'hui, les gardes ont enlevé une vingtaine de lits et de paillasses. Elles ne vont plus vous être d'aucune utilité, nous ont-ils dit. Les rumeurs parlent de plus de 40 appelés aujourd'hui. 40. Nous avons compris. Nous allons tous mourir. Garde! Emparez-vous de la citoyenne Marie-Louise! Garde! Emparez-vous de la ci-devant Rose Beauharnais, ex-noble! Elle s'effondre. Et, oh, coup de théâtre, un jeune apprenti médecin étudiant en médecine, polonais, qui parcourait toutes les prisons sur ordre et qui a sauvé énormément de gens. Il a déclaré qu'elle était dans un état tellement pitoyable qu'elle n'allait pas survivre. Que se passe-t-il, citoyen? Citoyen commissaire, on passera pas la nuit. Bon, laissez-la, nous la reprendrons plus tard. Donc on l'a laissée sur sa paillasse en pensant qu'elle allait mourir dans les 2 jours. Or, dans les 2 jours, Robespierre est tombé et le temps que les formalités se fassent, donc il est tombé le 27 juillet, le 6 août, Joséphine a été sortie de la prison des Carmes. Cela dit, elle en a été marquée pour le restant de ses jours. Très probablement, c'est ce qui a conduit à ce qu'elle ne puisse plus avoir d'enfants. Vous savez que le régime carcéral interrompt le cycle féminin et un traumatisme de cet ordre, les traumatismes à répétition, ont certainement provoqué chez elle une détérioration intime très définitive. Et cette pression de la mort qu'elle a côtoyée pendant 3 mois a fait que les choses se relativisent beaucoup et on voit la vie d'une manière différente quand on a frôlé la mort de si près. Ça a été le moment clé de sa vie. Elle est allée jusqu'au bout de l'espoir et du désespoir et elle ne cessera tout au long de sa vie de prendre sa revanche sur ces 3 mois cauchemardesques qu'elle a vécus dans l'antichambre de la mort. Après le soulèvement de Thermidor, le régime autocratique institué par Robespierre est remplacé par un gouvernement collégial, composé de 5 directeurs. Parmi ces directeurs figure Jean-Lambert Tallien, ami de Rose de Beauharnais. Avec sa femme, Thérèse Tallien, ils vont faire pénétrer la jeune femme dans les salons où ce qui reste de l'élite d'autrefois reprend pied comme elle le peut. À travers Tallien et sa femme, Rose se lie avec Barras, lui aussi directeur.
Le Paris thermidorien est quelque chose d'extraordinaire dans ce regain de vitalité, précisément. Les gens n'ont plus rien, les maisons sont démeublées, l'herbe pousse entre les pavés de Paris. On n'a plus d'argent, on est dans une disette puisque les portes sont fermées, les octrois sont fermés. Une monnaie folle, les assignats qui ne valent rien. On trafique comme on peut parce qu'on survit et on est heureux d'une certaine façon. Vous savez qu'à Paris, dans l'année qui a suivi la chute de Robespierre, il y avait 600 bals publics. Évidemment, publics, il n'y avait plus de maisons dignes de ce nom pour accueillir des réjouissances collectives. Ils étaient tellement heureux d'être vivants. Ils avaient traversé quelque chose d'absolument patibulaire. Enfin, la barbarie poussée au dernier degré. 10 mois. La terreur a duré 10 mois. 17 000 guillotinés. Veuve, sans ressources, coupée de ses parents depuis que la Martinique est occupée par les Anglais, Rose est confrontée à de sérieux problèmes d'argent. Et elle se cherche un protecteur. Une personne qui part pour la Nouvelle-Angleterre se charge, ma chère maman, de vous faire parvenir cette lettre. Votre fille et vos petits-enfants se portent bien. Vous avez sans doute appris le malheur qui m'est arrivé. Je suis veuve depuis 4 mois. Il ne me reste de consolation que mes enfants. Et vous, pour unique soutien. L'histoire est parfois une question de lieu, on pourrait même dire de rue, dans le cas de la veuve Beauharnais. Sandra Gulan est sur le point de faire parler ses cartes anciennes et resituer les lieux qui ont vu résonner les pas de la belle créole. Par une étrange ironie du sort, le lieu où Rose a failli mourir, le couvent des Carmes, est à tout juste 400 mètres du lieu qui va lui ouvrir les portes de la célébrité et de la gloire. Sur la même rue de Vaugirard, il suffit de 400 mètres à Rose pour atteindre le palais du Luxembourg. Un palais dans les salons duquel un très corrompu Barras, amateur de plaisir, est en train de bâtir un nouveau pays où anciens aristocrates et députés fraîchement élus frayent avec les financiers et les généraux de demain. C'est réussi, hein? Que de beaux moments ce soir. Le député Barras m'appréciait de présenter le citoyen Bonaparte dans le cercle. Il a besoin de contact. Aucune manière, c'est arriviste, n'est-ce pas? Qu'est-il donc? C'est le général qui a sauvé Toulon. Ah bon? Ne me dis pas. Ce n'est qu'un petit général, mon ami. Non, Rose. Ah! Alors, il te plaît? Ne me dis pas que c'est ton œuvre. Oui, il ferait un beau couple. Si Rose n'avait pas eu ce besoin de sécurité pour elle et ses enfants, elle n'aurait probablement pas accepté de courtiser ce général gauche, aussi peu engageant. Mais c'est l'attitude moqueuse face à leur couple qui crée un lien immédiat entre eux. Comme le Corse, Rose a vécu l'humiliation d'être une étrangère, débarquée de son île, moquée pour son accent et ses manières déplacées. Alors Barras a en quelque sorte poussé le jeune général Vendémiaire, que personne ne connaissait. Si Bonaparte avait repris Toulon, avait dégagé Toulon des royalistes et des Anglais. Bon, ça c'était un fait d'armes, mais dans le sud. Arrivé à Paris, sur le pavé parisien, il n'était pas connu. Et quand il y a un de ces nombreux soulèvements parisiens qui jalonne le directoire, période très tumultueuse, Barras fait appel au jeune général Bonaparte, très énergique, et lui demande de réprimer. Ce qu'il fait immédiatement, il tire sur les sectionnaires groupés sur le parvis de Saint-Roch, l'église Saint-Roch. Il nettoie la situation, il est le général Vendémiaire. Alors là, il apparaît pour la première fois en public, enfin il devient une personnalité. Le jeune Corse rend visite de plus en plus régulièrement à la jeune créole chez elle. Il refuse de l'appeler Rose, prénom qu'ont employé son premier mari et ses amants. Il choisit son second prénom, Joseph, et l'appelle Joséphine. Leur relation devient sérieuse. L'union a apporté à Joséphine un protecteur, un général qui commence à être influent, et puis lui trouve en Joséphine, en Rose, quelqu'un qui lui permet d'entrer dans les salons de la société thermidorienne,
d'être également en contact avec ces gens de l'Ancien Régime qu'il ignore complètement, lui venant de son île de Corse. Mais le problème, c'est que le mari tombe follement amoureux de sa femme. On a dit de lui qu'il avait une apparence maladive à ce point de sa vie. Je ne pense pas qu'il ait été très impressionnant pour Rose, en particulier après des liaisons avec Hoche ou quelqu'un comme Barras, cet homme si débonnaire, débauché et excitant. Il a dû lui faire l'impression de menu fretin après les hommes avec lesquels elle était sortie. Je ne peux pas imaginer qu'elle l'ait trouvé irrésistible. Mais par contre, je peux imaginer que lui l'a trouvé irrésistible au moment de leur rencontre. Elle lui a fait croire qu'elle était riche, ce qu'il a bien voulu croire, et leur relation a été au début purement physique. C'est vrai qu'elle lui a fait découvrir des plaisirs qu'il ignorait, c'est pas la petite prostituée du palais royal qui les lui avait fournis, et cette passion dévorante a été telle à un tel point que Napoléon en perdait vraiment la tête. Fortuné, qui était son carlin, qui partageait son lit avec elle avant qu'elle connaisse Bonaparte, a continué à le partager après, puisqu'il emportait encore les morsures sur le mollet. Il acceptait tout de Joséphine, parce qu'il en était amoureux fou. Le fait qu'elle n'ait pas été amoureuse de lui au début peut avoir rendu les choses plus faciles pour elle. Cela lui a peut-être donné le sentiment d'être aux commandes pour une fois, d'être l'objet du désir, celle qu'on aime. Que cette fois, c'était elle qui contrôlait la situation, à la différence de ce qu'elle avait dû subir avec son premier mari. Et avant de se décider pour le mariage, ils vivent ensemble un certain temps, et puis finalement la décision est prise. Donc le rendez-vous est pris, elle se rend à la mairie du 2e arrondissement, et on attend le mari. Le mariage a été préparé à la va-vite. Sur l'acte lui-même, l'âge des époux est inexact. Joséphine s'est rajeunie de 4 ans, prétextant qu'elle ne pouvait obtenir d'acte de naissance, la Martinique étant occupée par les Anglais. Quant à Napoléon, il s'est vieilli en utilisant l'acte de son frère aîné pour paraître avoir le même âge que son épouse. Le mari qui se fait désirer pendant très longtemps et qui finalement arrive en pleine nuit, réveille tout le monde, fait signer le contrat à toute vitesse et la voilà mariée comme ça sans s'en rendre compte, mariage civil, donc qui n'engage pas beaucoup, qu'on peut casser très rapidement par un divorce, mais c'est le fait pour elle de faire une espèce d'association avec quelqu'un qui la protège. Son futur mari était tellement occupé à préparer sa campagne militaire qu'il est arrivé plus qu'en retard, au point que tout le monde a commencé à penser qu'il ne viendrait plus. Donc c'était un désastre. Alors pourquoi est-il arrivé en retard? Pourquoi tout le monde a-t-il attendu? En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde a attendu qu'il arrive, parce que le mariage devait se faire. On peut dire cette ex-merveilleuse, un peu désargentée, et ce jeune général inconnu, un peu famélique, comme c'est étrange. Non. Plus en profondeur, il commence un acte absolument fondateur dans leurs deux existences, car l'un sans l'autre n'a aucun sens. Et Napoléon sans Joséphine ne serait pas Napoléon, et Joséphine sans Napoléon n'aurait jamais eu le renom qu'elle a, ni le pouvoir d'agir qu'il lui a donné. 2 jours après ce mariage surprenant, Bonaparte quitte Paris à la tête de l'armée d'Italie. Ce commandement qu'il reçoit du Directoire sonne aux oreilles de beaucoup comme un cadeau inespéré, la dot de son mariage avec Joséphine, diront même certains. Alors qu'il franchit les Alpes et vole vers de premières victoires, le Corse laisse derrière lui à Paris une femme qu'il aime à moitié, mais dont il se languit déjà. Une femme enfin rassurée, qui va changer son destin.